La communication qui suit est présentée par le professeur Tin Henosti, qui est directeur de recherche à l'université de Tartu en Estonie et qui est spécialiste de langue et de littérature estonienne et qui a consacré de très nombreuses études, notamment aux questions de l'avant-garde et du modernisme dans la littérature estonienne. Il nous présente ici « Terre mythologique et ciel symboliste, la littérature symboliste ou néo-romantique estonienne à la frontière de l'Europe et de l'Estonie ». Merci. J'espère que vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas bien. Je vais donc attaquer un sujet un petit peu différent, c'est la littérature, même si les mots que vous m'entendrez prononcer sont les mêmes que vous avez entendus dans l'intervention précédente. 1905, c'était l'année des révolutions en Russie. En 1905, c'est aussi le premier album du mouvement La Jeune Estonie qui paraît. L'album a été inauguré par l'essai Les aspirations de la jeunesse, rédigé par le jeune poète Gustav Suits. Et l'idée en est très simple. Jeunesse oblige, et nous nous trouvons à un carrefour. Et nous voulons plus de culture européenne. Soyons estoniens, mais devenons aussi européens. C'est le slogan le plus important du XXe siècle dans la culture estonienne, qu'on a beaucoup parodié par la suite. Ce n'était pas le moyen d'être estonien ni de devenir européen. Nous avons entendu déjà dire que c'était l'influence allemande qui était importante dans la culture estonienne et ce slogan était contre ces influences allemandes. C'est donc le groupe La Jeune Estonie qui sera le principal importateur de symbolisme en Estonie. L'idéologue principal étant ce même Gustav Suits, puis aussi le prosaïste et critique littéraire Friedebert Douglas, et aussi innovateur linguistique Johannes Aavik. Et puis, vers la fin du mouvement, un rôle important sera joué par le poète et essayiste Johannes Semper. Vers 1908, on voit la formation du néoromantisme symbolisme en tant que tendance littéraire. On le voit déjà dans le troisième album du mouvement Jeune Estonie en 1909, qui publie entre autres le poème Charogne de Baudelaire, qui est devenu une sorte de texte modèle pour les amateurs de poésie estonienne. Et puis sur la couverture, nous avons le portrait du jeune artiste Nikolai Triik. Le nouveau programme sera proclamé par la revue du même mouvement, Jeune Estonie, qui commence à paraître en 1910. Dans le premier numéro, il y a donc un programme rédigé par Suits, et il dit que la revue représente un groupe bien spécifique et des tendances d'une culture moderne. Et il oppose les innovateurs à la littérature nationaliste, réaliste, romantique et moraliste. C'est donc l'ancienne culture. On peut deviner que les idéaux de la Jeune Estonie étaient profondément ancrés dans la modernité européenne du XIXe siècle. Il y a aussi la décadence. Et la principale source d'inspiration, c'était la littérature française. On peut dire que toutes les idées de la culture moderne française étaient importantes aux membres de ce groupe. L'art pour l'art, l'individualisme, l'aristocratisme, l'originalité, l'intuition, etc., etc. En tant que jeunes gens, ils allaient puiser des idées partout, en fait. Aussi en Russie, dans les pays du Nord, les pays nordiques, etc.
Et si on essaie de voir quelle était la littérature qu'elles essayaient de faire, on peut appliquer sur cette littérature pratiquement tous les mots-clés du symbolisme français ou russe. Donc, l'objectif de l'écrivain, ce n'est pas de refléter la réalité. Il faut exprimer un monde d'idées. Ce qui est important, c'est la beauté pure qu'on peut trouver seulement dans le monde des idées pures. La littérature doit s'occuper de l'âme, de l'essence des choses. Les sujets importants sont des sujets philosophiques et théologiques, la vie et la mort, le sens de la vie, le destin. Donc, ce qui était important au réalisme estonien du XIXe siècle, où le personnage était déterminé par sa race, le milieu et le moment, ce n'est plus important du tout. Ce qui est important, c'est des personnages caractères plutôt universels et symboliques. C'est le symbole qui veut capter le monde dans sa totalité, mais en même temps, on ne peut pas tout à fait comprendre le symbole. Il y a des correspondances et d'opposition entre le naturel et le culturel, etc. Donc, l'important, c'est de créer des mythes. Mais si on voit le symbolisme estonien de plus près, on peut utiliser les mots du classique estonien Oskar Luts, qui était connu comme un humoriste. C'est donc lui qui dit « c'est bien ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas ça, mais c'est quand même ça. » Quelle est donc la période du symbolisme estonien? Et là, on se trouve dans une situation très bizarre. En 1909, Le Figaro publie le manifeste du futurisme rédigé par Marinetti, qui fait le louange de la beauté du nouveau monde, caractérisé par les grandes villes, la rapidité, l'électricité, la lumière, les machines, etc. La même année, à Berlin, il y a le dernier club qui a été créé à Berlin, organisé une série de soirées devenues scandaleuses, néopathétisches cabarets. Et Jakob von Holbis a publié en 1911 son poème Weltende, la fin du monde. En 1911, Nicolas Baudouin a créé le mouvement de paroxysme et ses idées étaient assez similaires à celles du futurisme. Les nouvelles techniques à la place de la nature, l'apparition d'un nouvel homme qu'il appelle l'homme-machine. En Russie, on va apparaître les cubofuturistes, représentés entre autres par Mayakovsky. Leur manifeste date de décembre 1912. Donc, le mouvement jeune d'Estonie entre sur la scène culturelle par leur désir d'un nouveau monde, un désir de machines, de vitesse, des grandes villes. Et ce qui est important pour eux aussi, c'était une opposition nette à l'ancien monde, ils invitaient à une rupture culturelle. Ils désiraient l'Europe. L'Europe était l'endroit où il fallait puiser de nouvelles idées. Ça peut paraître bizarre, mais le monde qu'ils voulaient, qu'ils adoraient tant, allait faire place à un nouveau monde beaucoup plus électrisé, beaucoup plus machinal. En fait, ils n'aimaient pas ce nouveau monde. Par exemple,
Johannes Semper avoue dans des lettres à ses amis qu'il aime la forêt et l'air de la forêt beaucoup plus que les grandes cités. Johannes Aavik, innovateur linguistique, dit que la langue pour lui c'est une machine qu'il faut considérer des yeux d'un homme industriel, mais en fait il se base quand même sur la beauté en tant que critère principal de la création linguistique. Friedebert Douglas elas pagulasena üle 10 aasta Euroopas, eelkõige Soomes ja Pariisis. Ta oli fanaatiline reisija, kes reisis pidevalt mööda Euroopat ringi nii rongidega, kui vahepeal raha otsa sai ka jala kõndida. Aga kiirus ja tehnika, muuhulgas ka kino ja grammofon olid tema jaoks tõelise kunsti vaenlased. Nii et see on selline kummaline paradoksaalne piiriaeg ja piirikoht, mille olukorra võiks kokku võtta Douglase väga elegantsete sõnadega, mida ta ütles oma essees kirjanduslik stiil aastal 1912. Meie oleme teoreetilised Euroopas. Meie oleme teoreetilised Euroopas. Ja 1914. aasta sügisel, veidi peale suure sõja algust, siis kirjutas Douglas novelli Popi ja Huhu. Selles tegutsevad koer Popi ja Huhu. Nende isand, kelles on aimata vana ajal keemikut lahkub kodust ja 2 looma jäävad oma ette. Huhu hakkab jäljendama isandat, aga teeb kõike tagurpidi. Popist aga saab tema ustav imetleja, kes jäljendab oma suhtumist endisesse isandasse. Lugu lõpeb sellega, et jooma hakanud ahvlased kurjus peaga maja õhku. Nii et loom, inimese kuri jäljendaja, hävitab kultuuri. Piir oli teatud mõttes kätte jõud. Need pildid seal on 1975. aasta Popi ja Huhu lavastusest. See tunnetavast ära, et see alumine seal on koer Popi. Ja see teine on Af Huhu. Nüüd vaatame veel mõnda muud näidet. Aastal 1914 kirjutas Friedebert Douglas romaani Felix Ormusson. See ilmus aastal 1915. Selle teose peategelane Felix Ormusson on Pariisis elav literaat, kes on tulnud Eestisse ja suvitab oma sõbra talus. Romaan ise on Ormussoni päevaraam. Ormusson esindab selles romaanis sellist tüüpilist euroopalikku individualismi, eneseanalüütilisust, ka egotsentrismi. Ja tema päeviku tekst on täis sõnu, mis on otseselt pärit erinevatest sümbolismi ja dekadentsi tekstidest. Sellisest stiilis, et mind ei ühenda eluga enam miski. Iga eludetail saab mõtte, aga kõik koos, kui tervik kaotab mõtte. Et kõik nähtav on ainult sümbol, et inimene seisab abituna ja usuta realiteedi ees ja nii edasi. Võiks öelda, et Douglase tekst on täis võõrast sõna täiesti postmodernistlikus laadis. Aga seesama Ormusson elab ka teises maailmas. Tema peas on olemas kõik taimenimed ja taluelu märksõnad. Ta kuuleb seal talus olles taluelu ja looduse hääli ja tunneb peaaegu instinktiivselt ära, kes on nende häälte taga. Nii et tema mälus ja alateadvuses elab edasi see vana talupoja maailm ja tema keeles elavad edasi ka 19. sajandi romantilise talupoja kirjanduse klišeed, kui ta hakkab kirjeldama seda loodust, kasutades sõnu ala murueide tütred ja muud sellised asjad, mis pärinevad Eesti romantilisest kirjandusest. Ormussoni iseloomustab see, et tal on olnud soov katkestada see suhe vana maailmaga. Aga see ei ole õnnestunud. Temast läheb läbi vana Eesti ja uue Euroopa, aga ka kultuuri ja looduse seal on siis 2 lavastust Felix Ormussonist, üks on 1990. aastast ja teine on 2011. aastast. Te võite näha ka seda, et nad on veidi erinevasse konteksti paigutatud. Aastal 1913 ilmus Gustav Suitsult Eesti sümbolismi tippluulekogu Tuulemaa. Selles kogus on üheks sümboliks soo. Ma ei ole seda luuletust sinna tõlkinud, aga täis laukaid sügavaid on soode süli, kas on neist rooste vesi nii tume keeletu või vaatab maalt valu nii mustav meeletu. Siin leiame keeletu rooste vesi ehk keeletu loodus ja leiame siis sümbolistliku valu, mis kusagilt maalt välja tuleb. Soo on Eesti ühiskonnas ja ma just nimelt ühiskonnas, mitte ainult looduses.
oluline paik. See on paik, kuhu vanad ajal läksid inimesed pakku vaenuliku sõjaväe eest Soosaartele, aga seal varjasid ennast ka kurjategijad. Soos elavad Eesti mütoloogias paharetid, seal on müstilised sootulukesed, mis meelitavad inimesi sohu surma. Ja soo ei olnud haridliseks kõlbulik maa, see oli maa, mis ei kõlvanud talupoegadele. Eesti romaanides on palju juttu soo kuivendamisest. Soo on koht, mis asub maa ja vee piiril. See on nagu maa ja samal ajal nagu petlik vesi, kuhu võib uppuda. Ja suitsule saab soost üks sümbol, mis loob siis vastavuse looduse maailma kõiksuse ja ühiskonna vahel. Siia ma panin ühe maali, mis on ka näitusel üleval, selle maali pealkiri on Norra maastik männiga, aga tegelikult on see soo. Le paysage norvégien üks huvitav asi, mis seostub selle sümbolismiga, on seesama eepos Kalevipoeg, millest on juba üpris palju juttu olnud. Kui te lähete näitusele, siis te näete näiteks, et Eesti osakonnas on üpris palju Kalevipojaga seotud pilte. Ja Gustav Suits oli tegelikult ilmselt esimene, kes 1903. aastal artiklis kujustavast kunstist Eestis ja talupoja piltides hakkas rääkima, et tuleks hakata Kalevipoegi illustreerima ja Kalevipoest pilte tegema ja seal juures ütleb ta muuseas ka, et eepos pole anatoomia atlas, kus tuleb realistlikke pilte joonistada, vaid siin tuleb luua. Igatahes kunstnikud kas suitsust lähtudes või ilma suitsuta haarasid sellest kinni. Samal ajal aga kirjanikud siis näiteks Douglas ja Aavik peavad Kalevipoeg üsna vigaseks ja halvasti kirjutatud teoseks ja Aavik pakub välja ka terve hulga parandusi, kuidas Kalevipoega peaks parandama, et ta paremaks. Aga meie seisukohast on üks huvitav asi seotud eepose 16. looga. See lugu kõneleb Kalevipoja teekonnast maailma lõppu otsima. Ja see lugu lõpeb tarkuse ülistusega Kalevipoja suu läbi, kus on Eestis lendlauseks saanud sõnad ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormat tuleb tarkus tunnistada. Tegelikkuses annab Kalevipoeg sellel reisil ära tarkuse raamatu ja teeb muid igavisi lollusi, nagu ta üldse palju lollusi teeb oma selles eeposes. Kalevipoja reisi aga on tõlgendatud muuhulgas ka kui arhetüüpset Eesti pilti sellest, et Eestis endas ei ole piisavalt tarkust, ei ole piisavalt teadmisi, seda tuleb otsida mujal. Friedrich Douglas kasutab selle loo mõningaid tükke oma novellis Maailma lõpus, mis on kirjutatud 1915 ja 17 ilmunud tervikuna kogus Saatus 1917, kus ilmus ka Popi Auhu. Seal on, selles novellis satub väikene laev merel piirile, kus kõigepealt on ees must sein, siis tuleb pimedus ja vaikus ja jõutakse lopsaka taimestikuga saarestikku, mis meenutab natukene, ütleme, Gauguini pilte, kus mehed lähevad maale. Aga nad lahkuvad ja laevapoiss kas unustatakse või jäetakse kaaslaste poolt maha. Saar on hääletu, seal elavad ainult üks vanamees ja hiigelneitsi, kes on keeletu, kes ei räägi. Hiigelneitsi on selles mõttes siis nagu otse kui Eva paradiisis, kes on loodusega üks. Laevapoisi ja hiigelneitsi vahel puhkeb armastus, no võiksime öelda ennekõike seksuaalne armastus, aga see naine on nii täitmatu, et ta röövib laevapoisilt kogu jõu, poiss tapab naise ja põgeneb saare. Nii on seal sümboolselt kokku pandud füüsiline iha ja teiselt poolt iha keelelise suhtluse järele, mida see laevapoiss kogu aeg tunneb selle keeletu naisega kahekesi olles. Selles väljendub iha looduse järele ja samas hirm looduse ettearvamatus ees. Ja selles väljenduvad ka Douglase armastus millegi hiiglasliku ja suure vastu. Olgu selle taustal siis Baudelaire mõningad tekstid või Gulliveri reis. Aga selles on üks selline mind praegusel hetkel huvitav sotsiaalne kiht ka. Asi on selles, et selle novelli Douglas kirjutas tegelikult 2 aastat. Ja ta lõpetas 1917, kui ta oli pagulasest juba Eestis tagasi tulnud. Ja tagasi tulnuna nägi ta Eestit kuidagi väga väikese ja piiratuna. Sel ajal, kui tema oli elanud üle 10 aasta Euroopas hiiglaste hulgas. Ja Douglas uurija Jaan Undusk
küsib ühes selle novelli kommentaari lõpus, kuidas suhelda hiigelnaise lõputu armastusega ja kuidas suhelda eestlasena communiquer avec cet amour infini de la géante et comment communiquer avec l'Europe en étant estonien. Et dans l'exposition, vous avez par exemple un tableau de Christian Graud représentant le voyage de Kalevipoeg à la fin du monde. Les symbolistes alguses kõnelesid nad selleks, et saada eurooplaseks ja jääda ka eestlaseks, aga hiljem kaldusid nad pigem üha rohkem selle poole, et olla üksnes eurooplane. Eesti ei olnud neile enam kuigi tähtis. Aga nagu me nägime loodetavasti sellest väikesest pildist, et eestlased ei ole kunagi puhtad sümbolistid. Nende ideed ja teosed, nende mõtted ja nende teadmised, nende taju ja nende alateadvus ühendavad Euroopat ja Eestit, oma ja laenu, linna ja maa, intelligenti ja talupoega maailma ja kujutust, kultuuri ja loodust, loovust ja jäljendust, katkestust ja mälu. Siin on terve rida selliseid dihotoomiaid ja vastandusi, mis nooreestlastele endale olid tõepoolest ka olulised. Seda võib vaadata nagu eri terminites või eri taustadel. Üks viis seda, mismoodi seda on vaadatud, on lihtne põlvkondlik teema. Põlvkondade vastandus on Euroopa 20. sajandi kultuuris kirjanduses olnud väga oluline muutuste vedru. Nooreestlased olid need, kes selle põlvkondade vastanduse tõid Eestisse. Teisalt võib seda vaadata ka nooruse ja vanaduse terminites. Tegelikult on nad otsekui noored inimesed, kes hästi tüüpiliselt ahmivad igalt poolt, aga kellel puudub veel suur oskus või võime sünteesis. Samal ajal aga nooreestlased nagu paljud teisedki 20. alguses Eesti kirjanduses ihalisid sünteesi. Nad tahtsid ennast vaadata otse kui teesi ja antiteesi kohal olevana. Se situant au-dessus de la thèse de l'antithèse en espérant de trouver la synthèse. On peut aussi penser à tout cela dans les termes du centre de la périphérie. L'Estonie était la périphérie de l'Europe qui a essayé de créer des liens avec le centre qui, pour les milieux culturels estoniens, était Paris. Et la périphérie a toujours été interprétée comme un territoire retardé. Pour la jeune Estonie, la littérature estonienne était aussi retardée et pleine de lacunes. Il y avait des sujets qu'il fallait traiter, ja järele jõudmiseks ja aukude täitmiseks, aga oli vaja need ideed Eestisse tuua. See aga tähendab seda, et nende ideoloogia sisaldas juba oma olemuses, oma sisemuses jäljendamise ja laenamise ideed, mida nad ise absoluutselt ei salli. Ja püüdsid teha väga selget vahet sellel, et üldisel ideede tasandil on laenamine ja jäljendamine väga hea ja vajalik, aga konkreetsete tekstide tasandil peab olema vägagi originaalne. Aga samal ajal, nagu ma ütlesin, nende tekstid on väga tugevalt täis võõrast sõna. Aga perifeeria on ka koht, kus saavad kokku erinevad võimalused. Üldiselt on ju nii, et perifeerias ei esine kõiki tekstitüüpe, mis esinevad keskus. Aga perifeerias on suurem vabadus kasutada eri tüüpe. Kese hindab tihti puhtust ja püüab vältida selliseid tüüpe või selliseid nähtusi, mis segavad mitmeid liine kokku. Sellisena on aga perifeeria üks loovuse koht. Uut luuakse seal piire ületades, üle piiride käies, piirialal, piire tühistades, kui kasutada Juri Lotmani termi. Des choses nouvelles en détruisant les frontières, les limites, en dépassant les limites. Ma lõpetan natukene melanhoolse. Je vais terminer d'une manière un petit peu mélancolique. Läheme tagasi algusesse. On va revenir au début de notre histoire. En 1905, il y a l'album de la jeune Estonie qui est intitulé Dans les jours de lutte. Ja selle lõpp kuulutab niimoodi. Tõsine luuletaja ei pea kirjanduses ei sotsiaaldemokraat, ei kodanlane ega aristokraat olema, vaid kõigepealt ikka luuletaja. Ja seejärel Jeesuse sõnu kasutades, tema on ju see, kes võitlejatele ikka uuest seda peab meelde tuletama, et inimene mitte üksnes leivast ei ela. Nii saavad siin Jeesuse sõnad luuletaja programmiks ja luuletaja otsekui Nietzsche poolt välja aetud Jumala asemel. 1915. aastal ilmub Nooresti 5. ja viimane album. Selle alguses on taas Gustav Suitsu programmiline manifestatsioon.
doté encore de manifeste de Gustav Suits, qui est nettement contre la guerre et contre les nationalismes qui apparaissent en Europe. Ja ütleb umbes niimoodi. Samal ajal kui meie Euroopast läksime puhast kultuuri otsima, valmistus Euroopa sõjaks. Muude hulgas needsamad Euroopa kirjanikud kuulutama tõde, et inimene üksteist teevast ei ela. Ja lõpetab igatseva paadus. Kui ka kõik muud ootused ja lootused valetavad, tormidega vahelduvad päikesepaisted ja sinilille ei pane. Oleks nagu jõutud jälle ühe piiri peale. Seal peal on Nikolai Triigi maal, Kalevipoja laevast, kelle nimi on Lennuk. Lennuk on concernant le tableau de le bateau de Kalevipoeg, qui est intitulé Lennuk, c'est un mot qui aujourd'hui signifie l'avion. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le professeur Henosté qui va nous rejoindre pour une très brève séance de questions et discussions, puisque ensuite, le bar étant ouvert, nous pourrons faire une pause de rafraîchissement. Et je le remercie pour cette communication qui nous a rappelé que l'Europe culturelle au tournant du 19e et du 20e siècle a été un véritable feu d'artifice de manifeste tiré par la jeunesse à un rythme absolument accéléré. Et que cette période nous a posé de manière extrêmement explicite, comme il nous l'a indiqué, toutes les ambivalences qui se posent au processus de modernisation qui a commencé avec le romantisme, puisque le romantisme, c'était un désir de modernité par des références à un passé dit authentique, mythique, national, populaire. Et puis, ce passage vers 1905 à des processus de modernisation par l'affirmation de la modernité elle-même, mais qui reste ambivalent, puisque cette modernité va s'interroger sur, finalement, la nécessité aussi de réintroduire son antithèse, qui est la ruralité, la tradition, le paysage, et ce qui nous a été très bien montré dans cette communication. Mais je laisse la parole à la salle. Y a-t-il des questions ? Quelqu'un souhaite-t-il poser une question à propos d'une de ces deux interventions ? Merci beaucoup, bonjour. Merci beaucoup au professeur Henosté. Vous avez évoqué Estonie comme en tant que périphérie de l'Europe, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'a frappé dans cette exposition, c'est la suite de peintre Konrad Mägi qui a représenté beaucoup les paysages de Norvège. Est-ce que ce n'est pas par la même occasion aussi la quête des voisins, de l'autre Europe nordique, on va dire, à côté, qui transperce un peu ce que vous avez présenté, périphérie de l'Europe? Jaa, käidi Oui, on allait chercher un peu partout. Pour les Estoniens, à mon avis, Paris, c'était le centre. Mais on y allait par les pays nordiques. Et une des trajectoires par où les artistes et les peintres passaient, c'était la Finlande, la Norvège, Paris, et puis vice-versa, Paris, Norvège, Finlande. Peut-être ce terme de périphérie, c'est quelque chose que je ne voudrais pas utiliser aujourd'hui, mais à l'époque, les Estoniens se voyaient comme une périphérie. Et pendant longtemps, on traitait également des pays nordiques comme des périphéries, une périphérie. Mais dans la modernisation de la littérature et de l'art, les pays nordiques jouent un rôle très important et ils ne sont pas du tout une périphérie. Et la périphérie, ce que je dis, a une certaine valeur parce que c'est l'endroit où peuvent naître les nouvelles idées. Mais si vous regardez ce tableau de Konrad Mägi, les marécages, pour moi, c'est relié à ce mythique marécage de l'Estonie. Et c'est une sensation plutôt que chercher les peintres dans les pays nordiques. Mais c'est-à-dire, il reliait la nature nordique à la nature estonienne.
C'est mon impression. Si je regarde les tableaux qui ne sont pas réalistes, qui sont plutôt abstraits, par exemple Konrad Mägi, et Konrad Mägi installe un pain vraiment tordu au milieu, et c'est un motif répandu en Estonie. Je crois que nous pouvons prendre encore une autre question, si c'est possible, sachant qu'à la fin de cet après-midi, nous aurons une table ronde avec tous les intervenants. Vous pourrez poser des questions. Encore une question? Non. Alors, je crois que... Oui, madame? Les futuristes italiens étaient plutôt pro-guerre, et je voulais savoir quelle était la position des Baltes. Hea küsimus. See läheb natukene teise maailma. C'est une bonne question, mais ça concerne un autre monde. Mais les futuristes estoniens n'étaient pas pro-guerre. Les futuristes estoniens, après la guerre, un des textes futuristes, ou les textes futuristes les plus connus sont vraiment contre la guerre. Oui, pour Marinetti, la guerre, c'était comme hygiène, quelque chose qui purifie le monde. Mais l'attitude des Estoniens était vraiment négative à cette idée. Mais leur attitude vis-à-vis de la violence révolutionnaire était positive.